Madame Mireille Ngounon, Oui, Monsieur Chris Larabi. responsable des relations publiques à INSAM. Bon, qu'est-ce que INSAM, puisqu'on parle ici du bien-être de l'étudiant dans les campus. INSAM en a, je pense, 5 campus à Bafoussam, si je ne me trompe pas. Bien sûr, 5 campus. 5 campus. Bon, dans tous ces campus-là, INSAM a mis quoi sur pied pour assurer le bien-être de l'étudiant. Parce qu'il y a des étudiants qui partent de la maison pour fuir peut-être les pressions de la maison. Hein. C'est qu'en arrivant au campus, c'est pour se cacher, fuir les bruits, de papa, de maman. Déjà, notre promoteur fournit tellement d'efforts pour satisfaire ses étudiants et puis ses enseignants et son corps, et son personnel. Voilà. Déjà, l'environnement, on fournit des efforts. Déjà, il y a des femmes de ménage parce que déjà, pour se sentir bien dans un endroit, il faudrait que ce soit propre. Déjà, chaque matin, il y a des femmes de ménage qui arrivent, elles font des efforts pour mettre tout OK. Elles nettoient les bancs, les salles de classe, les toilettes, tout doit être propre, il doit y avoir de l'eau courante partout. Elle veut à ce que tout soit OK avant que les étudiants n'arrivent. En dehors de cela, il y a un vigile qui est là pour filtrer les entrées. Il y a un vigile qui est là à l'entrée pour filtrer tous ceux qui entrent, pour qu'on ne soit pas en train de... Parce que n'importe qui, justement, pour perturber ou bien pour commettre des forfaits. Et puis après, les étudiants se trouvent en train de se disputer entre eux. Hormis de cela, il y a un Wi-Fi qui est mis à la disposition de tous nos étudiants. C'est gratuit. Donc déjà, à leurs heures libres, ils peuvent faire des recherches personnelles. Et ils ont des salles de classe qui sont spacieuses et puis c'est confortable. Ils ont tout l'équipement. On a pris des dispositions pour qu'ils aient tout pour pouvoir parfaire les formations. Ils ont des projecteurs, ils ont des écrans qui accompagnent cela. Et ils ont aussi des bus qui sont mis à leur disposition parce que tout commence aussi par le transport parce que tous ne vivent pas à côté du campus. Déjà, on a des étudiants qui viennent même jusqu'à Banjul. Ce qui fait qu'eux, ils sont obligés de payer. Ils payent uniquement 100 francs pour aller loin au Kachaoussa. Ça ne vaut même pas le prix d'un transport interurbain qui est de 350 francs. Donc, étant à Banjul, ils déboursent la pièce de 100 francs pour se rendre au campus C avec nos bus le matin et puis le soir, c'est 100 francs également. Et ils ont aussi ils ont un endroit aussi, il y a une salle de sport qui a été bien équipée pour nos étudiants. Il y a beaucoup qui ne savent pas cela. Il y a une salle de sport au campus D. C'est important. Qui est opérationnelle. Voilà, il y a une salle de sport qui est opérationnelle avec tout l'équipement possible pour faire des exercices physiques pour nos étudiants. En plus de cela, il y a aussi il y a des clubs. Il y a des clubs qui ont été mis sur pied. Il y a certains qui ne sont pas au courant de ces clubs. Il y a des clubs pour les divertir. Là, je vous relance. En parlant des clubs, c'était vendredi. Je vous ai vu au four et au moulin. C'était au lycée, nous on appelait ça kermesse. À l'université, on va aussi appeler ça kermesse. Non, c'était une journée culturelle. Une journée culturelle. Ça entre toujours dans le bien-être. Dans le bien-être de nos étudiants. Comment est-ce que ça entre dans le bien-être? Donc vous organisez un truc comme ça, vous mettez les chapiteaux, les enfants viennent, ils dansent, ils chantent. En fait, ça entre toujours dans le bien-être de nos étudiants parce que c'était une journée culturelle et ce sont les étudiants qui organisent cette journée, ce sont eux qui sont à l'origine de toutes les activités qui se font cette journée-là. Du coup, ils essayent de mettre en avant les talents artistiques cachés parce que parmi eux, il y a beaucoup qui ont des talents cachés, artistiques. On a vu lors de cette journée culturelle certains qui étaient très forts en art, je vais dire là, le dessin. Ils ont fait des portraits qui ressemblaient vraiment à ces personnes-là. Et ils ont fait ça à main levée avec du crayon. Il y a certains qui ont mis en avant les côtés humoristiques. Voilà. Beaucoup d'étudiants étaient surpris. Ils ont dit, mais tiens, est-ce qu'il est étudiant ici? Est-ce qu'on le connaît? C'est là où il s'est fait même remarquer. Les gens ne le connaissaient même pas. Étudiant de licence. Et il y a d'autres qui ont mis les talents, je vais dire quoi, culinaires aussi. Culinaires, d'autres c'est dans la danse, d'autres c'est dans les chants. On a découvert beaucoup de talents cachés. Et il y a certains qui ont été interpellés après
Après cet événement. cet événement parce qu'on se dit, mais tiens, est-ce qu'on peut faire beaucoup de choses avec cette étudiante si on ne savait pas qu'elle était comme ça et tout. Donc, c'est une journée pour divertir les enfants parce que lorsqu'on parle d'université, lorsqu'on parle d'études, c'est pas seulement les études. Il y a aussi quelques moments où il faudrait bien qu'on soit en train de les divertir. Donc, c'est pourquoi on a pris les dispositions nécessaires pour pouvoir les mettre à l'aise ce jour, afin qu'ils puissent se sentir, qu'ils puissent se déstresser parce que ce n'est pas souvent trop facile, comme était en train de le dire, concilier travail et études, c'est pas du tout facile. Donc, du coup, lorsqu'on organise des journées comme ça les fait déstresser, ça éloigne aussi l'anxiété auprès d'eux. D'accord. Voilà. Là, alors, merci, Madame Ngounou. Là, vos précisions sont arrivées à bon escient parce que vous avez levé le voile sur plusieurs points. Vous savez qu'à INSAM, en dehors de l'éducation, l'école, on peut retrouver des artistes là-bas. Bien sûr, bien sûr. On peut retrouver plusieurs personnes. Bien sûr. Vraiment, chapeau top management de l'Institut universitaire et stratégique de l'ESUR, le SISA. Alors, Monsieur Ndiki, je vais sortir définitivement de cette articulation avec vous. Est-ce que la présence sur les campus, dans l'optique d'assurer le bien-être de l'étudiant, parce que c'est ça le point focal, est-ce que la construction des cantines en vaut la peine? Bon, je pense que c'est capital. Oui. C'est capital. Maintenant, comment ces cantines sont entretenues? Parce que comme Mme Gounou l'a dit, la propreté est un aspect très capital dans le bien-être. Oui. Vous savez, quelqu'un peut avoir une cantine à côté, mais préfère aller loin parce que quand il regarde la cantine, ça ne cadre pas avec la propreté. Donc, les cantines ont un rôle capital pour permettre aux apprenants déjà de ne pas s'éloigner du campus. Parce que, vous savez, quelqu'un peut aller pour manger à midi, seulement parce qu'il est sorti du campus, il ne revient plus au cours de 13 heures. Oui, or, s'il était sur place, ça devait permettre que, justement, il trouve même à l'heure en justement, il devait être encadré. Justement. Donc, je pense que les cantines, et nous avons vu dans certaines universités où on a fait des cantines des pauvres, des cantines des riches, vous allez m'excuser, c'est de l'insulte. Ouais. C'est un peu stigmatisant. Justement, je trouve que c'est de l'insulte parce que vous ne pouvez pas, dans une même université, différencier déjà les pauvres des riches. Si je prends le marxisme de Karl Marx a divisé les classes en classes bourgeoises et classes prolétaires sur beaucoup d'aspects. Il y a des aspects sur lesquels Karl Marx s'est basé pour dire il y a une classe prolétaire et une classe bourgeoise. Mais maintenant, on ne peut pas être à l'université et on différencie déjà que bon, il y a la cantine des pauvres. Tout le monde est encore sous l'autorité parentale. Justement. On détermine il y a tel des pauvres. Je pense que, et j'interpelle également les encadreurs pour dire vous deviez vous arranger à ce que les prix au campus soient harmonisés de telle sorte que même l'enfant démuni puisse manger quelque chose. Il faudrait faire cela parce que il faudrait pas, parce que vous allez voir, certains enfants se retrouvent dans certaines choses juste parce que ils n'ont pas la capacité de s'offrir un plat. Et maintenant, ceux qui ont la capacité d'offrir un plat prennent cela et font de ces gens-là ce qu'ils veulent, justement, parce qu'ils savent que non. Pour manger midi, il mange derrière moi. Et vous savez, il y a un adage qui dit que la main qui donne au-dessus de celle qui reçoit automatiquement, il va t'appeler et t'envoyer faire n'importe quoi. Et tu seras obligé de le faire parce que tu sais que ton midi ne souffre de rien. Je dois tout simplement dire que la cantine a sa place, mais il faut bien structurer ces cantines pour permettre aux enfants d'être épanouis. D'accord. Bon, maintenant, Madame Gounou, Chris Larabi, dans les cantines de INSAM, bon, on peut retrouver quoi là-bas? Bon, c'est vrai Parce qu'on parle ici bien-être, Monsieur Ndiki l'a bien développé et c'est très raisonnable ce qu'il a dit. Maintenant, un étudiant qui entre dans une cantine, c'est pour boire de la bière, c'est pour manger du poulet DG ou c'est pour manger du beignet haricot? Bon, ce que je dois dire, c'est que de manière spécifique, INSAM n'a pas une cantine propre à elle. Oui, INSAM n'a pas un campus propre, n'a pas une cantine propre, autant pour moi.
Mais quand même, il y a quelques voisins à côté qui sont permis de profiter du fait que l'université est à côté d'eux pour créer des petites boutiques à côté pour vendre des petits trucs aux enfants. Ouais. Oui, du coup, nous sommes encore en train de mûrir l'idée et je pense que c'est un projet. Oui. On a un très grand projet sur une future cantine dans notre sein et ça va se faire et on prendra le soin de faire dans les règles de l'art. D'accord. Merci infiniment, vivement. Ça, toutefois, je voulais embrayer là pour dire à la dame de mettre réellement la pression sur le PDG. Justement. Parce que vous savez, quand l'enfant traverse la route pour manger en face, il y a beaucoup de risques, justement. Son ennemi peut passer par la cantine là. Justement. Parce qu'il n'y a pas un contrôle et on l'atteint. Or, lorsque l'enfant sait que j'ai mangé au sein du campus universitaire, c'est facilement localisable. C'est vrai, c'est vrai. Et je souhaitais également que vous dites aux promoteurs de ne pas permettre que les plats de luxe se vendent dans sa cantine. Justement. Oui, qu'on ne permette pas. On doit vendre des plats qui à la portée de tout le monde. Par exemple, vous avez parlé du poulet DG. Il y en a des étudiants qui pourront s'offrir cela. Mais ça va frustrer ceux qui ne peuvent pas s'offrir cela. Du coup, il faut donc faire des menus qui vont permettre que chacun se retrouve et éviter également ce qu'on voit un peu de partout, des cantines avec des bières. Moi, je pense qu'il y a en quelque sorte dysfonctionnement entre une formation universitaire ou bien un campus universitaire où on vend de la bière à l'intérieur du campus. Moi, je me demande souvent, qu'est-ce qu'on veut fabriquer? On ne peut pas être en train de former un enfant et qu'on sait qu'à midi, il va boire une 33 pour venir faire le cours de 13 heures. Et attention, il peut avoir une surdose. Au cours de 13 heures, il menace l'enseignant. Bien sûr. Oui, il y a des étudiants qui ont menacé les enseignants. Et c'est après qu'ils disent que mais je ne sais pas ce qui m'a pris vraiment, monsieur, excusez-moi. Il a déjà fait. Donc, il faut qu'on choisisse ce qu'on doit vendre dans nos cantines pour permettre à nos étudiants réellement d'être dans la ligne. D'être suivi, justement. D'être facilement repérable. Justement. J'ai vu une université à Bafoussam où à la cantine, même le style de musique. Quand tu mets par exemple un étudiant assis en train de manger, on joue ne tente pas. Vous voyez, moi je me demande, mais qu'est-ce qu'on est en train d'enseigner aux enfants? Qu'est-ce qu'on est en train d'enseigner aux enfants? Parce que vous avez voir, tout à l'heure, la dame a parlé d'écouter la musique. Je voudrais également que vous compreniez qu'il y a le style de musique très important que vous deviez écouter parce que de nos jours, les 80% des musiques d'aujourd'hui sont là pour détruire plutôt avec la jeunesse. Ça détruit les étudiants. Pourquoi? Regardez, monsieur Chris, les enfants pensent aujourd'hui qu'il faut être influenceur pour réussir. Mais ce que je vais vous dire, ceux qui vont écouter, quand vous entendez influenceur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne influence. Ce que la personne raconte n'est pas ça. Son rôle, c'est d'influencer. Ça veut dire qu'il vous raconte des choses qui ne sont pas vraies. Ça peut être positif ou négatif. Il s'en fout. L'essentiel qu'il ait ses followers. Maintenant, vous allez voir quelqu'un qui vous dit sur le net, je loue ma maison à 1 million, j'ai une piscine à l'intérieur ici. L'enfant va te dire, bon, ok, ça veut dire que si demain je suis comme croqueuse de diamants, ça veut dire que je serai riche. Or, quand vous écoutez croqueuse de diamants, vous allez m'excuser, vous comprenez qu'en réalité, c'est des personnes dont le monde professionnel les ont en quelque sorte dépassés et ils se sont retrouvés donc à faire l'influence. Et ces jeunes qui m'écoutent, il faut comprendre que la vraie magie, c'est le travail. C'est le travail. C'est ça. Mais là, on parle même de l'influence parce que je me suis toujours posé la question que le mot influence, je pensais à la base, il est péjoratif. Influencer, ça veut dire faire peur. Justement. Ça veut dire casser quelqu'un. Mais comment est-ce que les gens parviennent à s'agripper là et avoir de l'argent au point où les entreprises viennent même les payer pour en faire des publicités? Je vais peut-être vous dire, vous savez, les entreprises vont verser les gens parce qu'ils ont une visibilité. Ce n'est pas parce que ce qu'ils font est bien. Parce qu'il faut qu'on comprenne.
On ne parle pas vers ces gens parce que ce qu'ils font est bien, mais parce qu'ils ont une visibilité. Et on sait que oui, comme on écoute plus telle personne, si je passe par cette personne, vous faites ma publicité, beaucoup de personnes, justement, parce que, vous voyez, moi je dis, et c'est ça qui a détruit, en quelque sorte, qui est en train de détruire la jeunesse, et je m'adresse encore aux jeunes pour dire, comprenez, en quelque sorte, que vous deviez accorder plus du temps à faire des recherches, au lieu d'être sur des TikTok, des Facebook et consorts, pour vous détendre. Les jeunes se détendent plus qu'ils ne travaillent. Justement, pas de danser sur TikTok. Justement. Donc, ne nous trompons pas, comme j'ai dit, il faut qu'on comprenne une chose, nous avons besoin de travailler et tout travail est récompensé. Ça, c'est vrai. Quelqu'un qui travaille est récompensé. Le travail ne ment pas. Justement. D'accord. Merci, monsieur Diké. Là, alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes en train de regarder SUR Média. Pour SUR FM, on a une thématique centrale sur la table qui porte sur la vie étudiante et on a plusieurs sous-thèmes à développer. Nous acheminons quasiment vers la fin de cet entretien, cette table ronde, mais nous n'y sommes pas encore. Je vais demander à Mélie. Alors, lorsque vous étiez encore au premier cycle, vous avez eu à faire quelque chose pouvant vous générer de l'argent, au même titre une activité, parallèlement avec vos études. Bien sûr, vous êtes déjà au niveau licence, vous travaillez et vous étudiez encore. Quels sont les points d'ombre et quelles sont les opportunités que cela peut offrir? D'abord, quand j'étais en cycle BTS niveau 1, je n'avais pas d'activité de revenus. Bon, j'étais là derrière les parents. Ouais. Derrière les parents. C'est après l'obtention de mon BTS que j'ai dit, bon, mais tiens, je suis en licence, je ne dois pas forcément toujours dépendre des parents. Pourquoi ne pas aussi chercher quelque chose qui peut m'aider à prendre soin de moi-même et quitte à ce que je puisse même aider mes parents. Ouais. Donc, c'est là que je me suis lancée dans une petite activité, disons la vente de certains vêtements. Ah bon? Oui. Donc vous êtes habilleuse de luxe alors? Non, pas de luxe. Pas de luxe en tant que tel, mais c'est un vêtement à chaud, plus précisément. C'est-à-dire des pulls verts, donc tout ce qui concerne le froid. Et vous prenez ça où? Vous faites comment? Vous faites comment pour en avoir étant étudiante? Il faut un capital à la base, non? Bon, disons d'abord, ce n'est pas pour moi-même. Oui. Donc, je me suis juste inspirée de mon oncle qui vit à Douala. Comme j'ai vu, pourquoi je lui ai demandé, tiens tonton, peux-tu me donner quelques pièces, disons à la fin de ce mois, si j'ai un salaire, une récompense de mon travail, je peux acheter ces vêtements-là et les revendre pour avoir quelque chose plus tard. Il m'a dit, c'est là où il m'envoie 15, je commence d'abord avec. C'était un peu difficile au début. Et tu vends à qui? Tu fais le porte-à-porte? Non. D'abord de un, je fais certaines publications. Oui. Sur mon WhatsApp, je publie ça et je publie juste sur mon WhatsApp et quand nous sommes parfois en cours de tronc commun, je passe, avant que le professeur n'arrive bien sûr, je passe quelques petits communiqués. Si vous avez besoin de tels vêtements, je laisse ça rapprocher de moi. C'est comme ça que je gagne mon pain quotidien en fait. Ouais. Donc ça c'est déjà au niveau licence. Oui. Bon, actuellement alors. Oui. Bon, ça veut dire que je peux vous passer des commandes, des sous-vêtements, parce que monsieur dit que c'est un fait un sportif. Hein. Vous vendez les sous-vêtements de sport. Là, je vous donne déjà un client. Hein. Vous avez des sous-vêtements de sport? Pas encore, mais c'est un projet. Non, c'est un projet. Oui. D'accord. Et maintenant, est-ce que cela n'influence pas, bon, pour ne pas dire influenceuse, comme on disait. Même pas que ça ne pas trop, quoi. Bon, ça n'influence pas sur tes études parce que tu vas travailler toute la journée. Oui. En soirée, tu es en salle. À quel moment tu révises tes cours? Et à quel moment tu vas? Bon, commençons d'abord par mon petit commerce. Oui. Je fais mon petit commerce
quand je rentre à 22h, dès que je suis fini de prendre mon bain, à cette heure-là, je peux prendre mon téléphone puisque j'ai 2 numéros. Oui. C'est sur mon second numéro que je vois certaines commandes. Et je confie ces commandes à une personne qui est proche de moi. Donc, c'est pas moi-même qui livre. Je prends juste des commandes, je donne à la personne Par livre. Oui. Et la seconde question, je sais pas. Vous avez dit, le temps d'étudier. Ouais. Quand je rentre généralement à 22h, moi, je dis ce que j'ai appris à l'école. J'essaye de jeter un coup d'œil là-dessus. On ne peut pas quand même dire que j'apprends, mais j'essaye de jeter un coup d'œil parce que je suis fatiguée. Le cerveau est off. Ouais. Donc, je jette un petit coup d'œil, je me couche et je me lève très tôt. 3h, je reprends ces coups-là, je les mémorise maintenant. C'est à cette heure, donc, cet intervalle-là que moi, je apprends. Vous êtes sûr que vous pourriez obtenir votre licence avec ça parce que il y a le corps humain a un certain nombre d'heures de sommeil. Et l'étude aussi, parce que nous, quand on était petits, on nous disait, si tu joues 4 heures, tu vas étudier 8 heures. Donc, le temps d'étude doit toujours être supérieur au temps de jeu. Oui. Bon, est-ce que tu penses que si tu fais cette équation-là, ça peut te permettre d'avoir... Parce que le tout, monsieur dit qu'il parlait des gens qui ont des licences, des masters, mais qui rentrent discuter les chambres avec les petits frères à la maison. Vous n'avez pas peur d'avoir une licence creuse, vide? Non, à mon avis, non. Parce que, d'abord, d'entrée de jeu, je sais comment utiliser mon temps quand je suis à la maison ou quand je suis en train d'apprendre. Puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai demandé conseil à certains de mes professeurs et même au directeur en question. Oui, il m'a orienté si je fais comme ça. C'est pour ça, la plupart du temps, ce sont les week-ends, surtout le dimanche. Le dimanche à la maison, moi, je me repose. Je fais absolument rien. Parce que c'est ce jour au moins qui me permet de récupérer juste de l'énergie que j'ai dépensée en semaine. D'accord. Et vous avez un petit ami? Pour le moment, non. Voilà, là, je t'avais dit que bon, si on avait, tu vas vendre, aller à l'école, lui aussi, il a ses exigences. Tu devais alors faire le temps que tu vas rester à étudier, il va falloir que tu ailles peut-être lui faire un petit risotté. Hein? Non, donc, tu n'as pas encore. Pas encore. Ouais, je te conseille de rester comme ça. Hein. Là, tu essaies tout simplement de jongler entre les deux. Là, c'est encore 7 ans. Ne jongle pas entre 3. OK? On va quand même poursuivre 3 livres à la fois. Ah, d'accord. Mais on peut poursuivre 2. D'accord. Alors, Madame Ngouno Mireille. Oui, Monsieur Christa. Là, je suis sur le point de l'activité extra-académique. Est-ce qu'un étudiant peut s'en sortir en faisant, peu importe le business qu'il fait, mais il faut que ce soit licite. S'il fait un business licite, il fait les études, que ce soit celui de la première année, deuxième, troisième, quatrième, on ne sait pas trop quoi. Est-ce que c'est évident, étant donné qu'on dit que l'école est très jalouse? L'école n'aime pas qu'on l'associe. Ouais. Je pense que ce sera facile. Bon, je pense que c'est très facile, étant donné que nous faisons dans l'enseignement professionnel. Du coup, lorsqu'un étudiant est scolarisé chez nous, il est en train de faire une formation et qu'il n'est pas en train de travailler, c'est un problème. Parce que tu ne saurais faire une formation professionnelle et puis en journée, tu es chez toi en train de dormir, c'est compliqué. Donc, tu dois fournir des efforts pendant que tu fais la formation. Par exemple, le soir, en cours du soir, en journée, tu dois être occupé. Et s'il s'avère que c'est en journée que tu sois en train de travailler, il faudrait bien que tu aies une activité parce que lorsque tu fais déjà une formation en BTS 1, tu devais déjà avoir une activité. Et même si tu n'as pas encore l'activité, tu devais déjà penser à être en train d'exercer une activité professionnelle. Parce que ça t'aide en fait. Parce que le monde professionnel, c'est pas toujours la formation qu'on fait à l'école. Je veux dire, la pratique, c'est pas toujours la théorie. Oui. C'est très compliqué. Parfois, c'est deux mondes carrément différents. Donc, du coup, lorsque l'étudiant a déjà cette façon de voir, lorsqu'il est en train de faire de suivre sa formation et qu'il a une activité, vraiment, ça l'aide beaucoup. Ça l'aide énormément. Donc, moi, j'encourage tous ceux qui sont étudiants, tous ceux qui suivent la formation professionnelle, d'essayer d'allier, quoi. Justement. Parce que quand tu fais la formation professionnelle, que tu n'as pas une autre activité, c'est très compliqué. Oui, c'est vraiment très compliqué. Surtout quand nous sortons des familles d'en bas. Chaque étudiant devrait fournir des efforts pour ne pas rester les bras croisés, pour ne pas dire j'ai fini jusqu'à avoir le master avant de pouvoir travailler. Non.
Ça sera compliqué pour lui. C'est bien quand tu as lu les deux et tu avances avec les deux. D'accord. Alors, Monsieur Ndiki, il y a ce qu'on appelle le coût de l'argent. Le coût de l'argent, j'insiste là-dessus. Parce que un enfant qui vient faire 5 heures de temps sur les bancs, et il rentre peut-être avec les céphalées ou bien avec les intrigues des enseignants, parce que vous avez parlé aussi de la responsabilité des enseignants pour le bien-être de l'étudiant. Mais s'il n'a pas bénéficié de cette atmosphère de convivialité de la part de l'enseignant, il fait 5 heures, il rentre avec les intrigues. Et demain, il ne vient pas. Il part se battre quelque part, il rentre avec 20 000 francs. 2 jours, 3 jours. Est-ce que cet étudiant aura encore le goût de retourner sur les bancs? Bon, M. Chris, je vais peut-être vous surprendre en vous disant que les meilleurs élèves, pour ne pas dire étudiants, que nous avons rencontrés, c'est des personnes qui ont toujours eu à faire des activités extra-académiques. Oui. Et vous allez peut-être être surpris d'entendre que toutes les classes où je suis passé, les 5 premiers de la classe, ce sont les enfants des pauvres. C'est-à-dire, ce sont des enfants qui doivent se battre eux-mêmes pour trouver de quoi manger. Alors, moi, je pense que l'activité extra-académique éveille plus l'étudiant. Ça développe son esprit. Parce que vous allez voir, vous mettez 2 étudiants. Un qui n'a que fait l'école et un qui, en faisant l'école, était en train de se battre. Vous allez voir que celui qui a fait l'école en se battant est plus éveillé que celui qui n'a que fait l'école. Et celui-là a une faculté de rétention très poussée par rapport à celui qui n'a que fait l'école. Vous allez voir, moi je vais prendre mon cas. J'ai fait de la moto pour fréquenter. Moi, je faisais le bench. Je disais que vous êtes parti de l'échelle la plus basse. Justement. Je me souviens même, je prenais votre moto, parfois je fuyais. Donc, justement. Ça alors. Oui, j'ai fait de la moto. Il faut fréquenter. Alors, maintenant, il y avait des mercredis où je finis les cours peut-être à 15h. Je prends ma moto peut-être jusqu'à 22h. Je me lève le matin à 4h, je révise mes cours. Et il y avait des jours où je ne viens même pas. Je prends le support de quelqu'un qui était en cours. J'essaye de comprendre ce qu'ils ont fait. Mais ce qui était toujours un peu surprenant, c'est que quand on faisait les évaluations, mes camarades me demandaient toujours que, mes gars, tu es sûr que tu n'as pas quelqu'un qui te fait les cours de répétition? C'est eux qui ont assisté au cours en présentiel. Justement. Ils n'ont pas eu la même note que justement. Parce que quand je regarde, la façon que tu développes ton cerveau pour comprendre que l'enfant qui est là-bas doit traverser la route quand tu es sur la moto. Pour comprendre que comme le premier enfant a traversé, le deuxième doit traverser. Ça ouvre vos facultés. Ça fait en sorte que quand vous prenez un coup pour lire, ça devient facile. Parce que vous avez une faculté déjà poussée. Donc, pour dire, en réalité, les meilleurs enfants, les meilleurs étudiants que j'ai connus sont ceux-là qui se sont battus toujours eux-mêmes pour avancer. Donc, moi, je vais encourager ceux-là qui peuvent se battre de façon parallèle pour pouvoir joindre les deux bouts. Nous, on a eu des camarades de classe qui avaient les 5 répétiteurs, peut-être de maths, physique, ceci, mais ils avaient à peine 11, 12 de moyenne. Répétiteur par matière. Justement, alors que l'avant de il n'en a même pas, s'il en a même, c'est pour toutes les matières. Justement. Et vous comprenez donc que nous qui n'avions pas, je vais vous dire, je n'ai jamais eu un livre que j'ai acheté depuis que je fréquente. Mais je suis toujours allé faire mes exercices chez ceux qui avaient les livres. Je n'ai jamais eu un livre. J'avais fait en sorte que dans mon lycée, le proviseur avait demandé qu'on ne m'exclue plus pour les livres, qu'on ne me chasse plus pour les livres. Parce que je suis allé soumettre mon propre proviseur. Je lui ai dit, je me bats pour vivre, pour manger. Je suis orphelin. Si je dois retirer 5 000 pour acheter un livre avec, ça va me pénaliser. Et le proviseur, maintenant, ayant étudié mes notes depuis que j'étais en 6e, il comprend que je fais partie de ses meilleurs élèves. Il a fait une note pour dire, exceptionnellement, je peux fréquenter sans livre. Mais maintenant, j'avais un enseignant qui, je ne sais pas si on avait un problème, vous savez, il y a toujours quelqu'un que votre tête l'énerve même pour rien, qui s'arrangeait toujours à vouloir me nuire
Il donnait les exercices et je suis le seul qui vérifie s'il a fait. Ouais. Comme il savait que je n'avais pas de livre, quand il revient au prochain cours, si j'ai fait l'exercice, c'est bon, on continue. Ouais. Il ne contrôle pas pour les autres. Mais maintenant, moi, je m'arrangeais à aller toujours chez un camarade. Justement. Tu seras non, je peux dire quoi, le bouclier. Justement. Donc, et à un moment donné, je me suis dit, je ne sais pas s'il voulait me faire du mal, mais il m'a plutôt aidé parce qu'il m'avait poussé à comprendre que je ne dois pas blaguer avec mes exercices. Justement. C'est un peu ça pour dire en fait que si moi aujourd'hui je vais dire que quelqu'un ne doit pas faire une activité extra, c'est que je ne suis pas honnête parce que j'ai vécu de ça pour être où je suis. Donc j'encourage vraiment et je dis à ces jeunes-là qui se battent, il faut savoir maintenant canaliser ses énergies parce que ça ne sert à rien de se battre pour gagner 5 000 francs samedi et que dimanche vous êtes en train de boire avec les 5 000. Donc c'est ça qui pose souvent problème. Il faut donc savoir ce qu'il faut faire avec ces 5 000 que vous avez gagné le samedi. Parce que beaucoup de jeunes se battent, mais après allez voir ce qu'ils font avec. Vous allez voir un enfant qui se bat, il épargne pour acheter un téléphone de 1,5 million. Pour acheter la greffe. Justement. Les mèches brésiliennes et tout. Faire les pédicures, manucures. Alors, monsieur Ndiké, pour sortir rapidement, vous avez dit, vous n'aviez jamais acheté des livres. Vous vous êtes toujours servi des livres des autres. Mais on peut appeler ça l'utilisation, l'exploitation. Vous avez exploité vos camarades. Vous pouviez encore connaître leur nom? Parce que là, il faut que vous leur versiez une indemnité. Hein. Bon, vous savez, il va falloir leur donner quelque chose parce que c'est grâce à eux que vous étiez là. Les parents vont penser, toi, tu as exploité. Justement. Vous savez, M. Chris, dans la vie, ce que nous avons observé, c'est difficile de voir l'exploitation. Je vais vous dire pourquoi. Moi, quand je viens, par exemple, faire les exercices avec votre livre, vous profitez de moi pour faire l'exercice. Ça veut dire que celui-là a gagné de moi parce que seul il ne pouvait pas faire cet exercice. Tu as profité de son livre pour lui enseigner. Justement. C'était le gagnant-gagnant. Gagnant. Et justement, et vous allez voir,